Rebel Moon, le nouveau Zack Snyder, sera-t-il le film qui retournera la baraque ou tout simplement un énième film de SF qui passera à la trappe? La réponse tout de suite. Salut à tous, c'est Vince sur Plotay, mais aujourd'hui nous allons parler de Rebel Moon, partie 1, Enfant du Feu. Vous savez, ce titre me fait un petit peu rire, ça fait beaucoup penser aux films teenager du type Hunger Games, ces espèces de gros bouquins de SF ou de fantasy avec une couverture ultra designée qui plaît aux ados. Eh bien c'est complètement ça en fait, c'est Rebel Moon, partie 1, Enfant du Feu. Ah, vous voilà, enfant de Géant. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit en fait d'un space opéra américain, coécrit, coproduit et réalisé par Zack Snyder. Il est de retour encore sur Netflix après son dernier film de zombies. Rebel Moon, partie 1 a eu le droit à une sortie limitée aux États-Unis le 15 décembre 2023, avant d'arriver en exclusivité sur Netflix le 22 décembre. Au vu du titre, je pense que vous l'avez compris, mais il s'agit en fait du premier volet d'une duologie, dont la suite arrivera en 2024, le 19 avril. Et il aura pour nom L'Entailleuse. Et sachez que suivant le succès de ces derniers, un troisième film pourra potentiellement être en préparation. Pour ma part, je vous le dis franchement, je sens un tout petit peu le pétard mouillé. Avant de voir le film, tout m'indiquait que Rebel Moon allait être un spectacle visuel impressionnant, mais au scénario vu et revu qui va tourner autour des mêmes sujets qu'abordent les space opéras. Alors, ça va être quoi cette fois-ci? L'écologie? La discrimination? L'exploitation d'un peuple par un autre? Les riches contre les pauvres? Un régime nazi? Quel sujet notre Snyder national va-t-il choisir? Évidemment, je chipote car comme on le dit souvent, tous les scénarios ont déjà été écrits dans les films, et le plus important c'est la façon avec laquelle on nous raconte l'histoire. Même si bon... Vous savez, avant de voir le film, j'ai vu tout un tas d'arguments tous plus pétés les uns que les autres pour faire vendre ce dernier. Apparemment, ça fait plus de 20 ans que Zack travaille sur ce projet. Je n'en peux plus de cette phrase marketing qui ne veut absolument rien dire. Il n'a évidemment pas écrit son film pendant 20 ans, ça n'a aucun sens. De plus, au-delà de 5 ans de travail pour écrire un scénario, c'est toujours pour du superflu. On l'avait bien vu avec Hypnotique de Robert Rodriguez, qui avait utilisé ce même argument pour faire vendre son film, qui au final donne l'impression d'avoir été écrit par un gamin de 15 ans. De plus, et ça c'est un avis personnel, mais plus tu laisses traîner le scénario de ton film, plus ton idée a largement eu le temps d'avoir été reprise par quelqu'un d'autre de potentiellement plus talentueux et plus intelligent. Après avoir vu tout ça, je me suis dit que je ne vois vraiment pas comment Rebel Moon ne peut pas ressembler à un genre de réchauffé du space opéra. Et bon, évidemment, comme à chaque fois, je suis ouvert à la surprise, donc voyons voir. It's a new age for the universe. Balisarius est un tyran, il est méchant, très méchant, et il possède une grosse armée. Balisarius menace une colonie spatiale tranquille, alias les gentils. Ces gentils n'ont plus d'espoir, mais heureusement nous avons la Marisou Cora qui va s'occuper de tout ça. Pour ce, Marisou va rassembler une équipe de guerriers pour se battre contre les méchants. Voilà. 20 ans pour écrire tout ça. Bravo! Il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est dès le démarrage, on nous parle du monde mère. Et qu'est-ce qu'on voit? Un portail géant en forme de vagin. Très classe, Zack. Franchement, parfait. Et donc, comme vous avez pu le remarquer, le pitch a tranché. Il a choisi l'oppression d'un peuple sur un autre, plus l'écologie, puisqu'on nous parle d'un épuisement de ressources, plus le nazisme, plus les riches contre les pauvres. Comme je vous l'ai expliqué, les choix sont limités dans un space opéra. J'ai constaté également une volonté d'appuyer sur le mélange Moyen-Âge et futurisme, un aspect très old school relatif aux vieilles bandes dessinées SF qui va en ravir plus d'un. En gros, c'est Star Wars. On a même des sabres laser. Mais de toute façon, Star Wars, c'est déjà cliché. Ouais. Mais est-ce que c'est un argument en soi? Nope. On a ce même trait caricatural où on a l'impression qu'une planète ne représente qu'un pays. On a ce même sentiment d'oppression qui va se faire sentir dès l'introduction. On pensera aussi à Star Wars 7. Vous savez, avec ce sentiment de vol et d'injustice. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'ils en font trop. Est-ce que Snyder est au courant qu'un oppresseur ne peut pas récupérer toute la récolte d'un opprimé pour pouvoir établir une oppression sur le long terme? We will starve to death. I don't understand what you want. Oh, it's simple. I want everything. C'est nous les méchants. Un vrai oppresseur crédible, ça ressemble à Negan. C'est-à-dire qu'il va laisser suffisamment de ressources à ses victimes pour survivre, mais prendre ce qui reste pour les empêcher de s'émanciper. Dans Rebel Moon, le méchant nazi condescendant est juste méchant pour être méchant et ça me fatigue. Surtout que le mec ne laisse qu'une poignée de soldats pour surveiller ses agriculteurs. Mais c'est pas avec une poignée de soldats que tu vas opprimer des gens. C'est pour ça quand je vois ça, je me dis mais vivement la saison 2 d'Endor. Parce que oui, Rebel Moon raconte exactement la même histoire que celle d'Endor, mais sans la maturité qui va avec, sans les personnages charismatiques, sans les scènes d'action qui apportent une vraie pièce supplémentaire au scénario. Non, ici à la place, on a un enchaînement de clichés scène par scène qui va reproduire le moindre stéréotype du space opéra standard, avec les mêmes enjeux, les mêmes engouements, les mêmes ennemis,
et les mêmes traîtres. Il faut absolument qu'on arrête avec les traîtres. C'est n'importe quoi. Ça n'a jamais été une intrigue intéressante. Alors, dans les années 80, je veux bien, mais là c'est trop. Mais au bout d'un moment, je me suis dit qu'il est tout à fait possible de trouver son compte dans ce film si on accepte le fait que rien n'est à prendre au sérieux. C'est juste un film bon vivant, un défouloir qui n'a pas pour prétention de raconter une histoire solide, mais juste de se faire un kiff avec une héroïne au design très sexy qui déglingue des méchants. Le problème, c'est que le film ne s'est pas du tout vendu comme tel. Il s'est vendu comme un space opéra dense et complexe, au point d'avoir besoin de plusieurs films pour raconter une seule histoire. Alors que le tout aurait très bien pu être raconté sur 2 petites heures. Puisque le vrai problème dans tout ça, c'est que, il ne se passe pas grand chose. C'est principalement du blabla, quelques flashbacks, où les personnages déambulent d'un endroit à l'autre, avec une poignée d'actions parfois dispensables dans l'intrigue. Par contre, et là on va se rapprocher de plus en plus de la forme, ce qui m'a surpris c'est que l'ethnicité du film a été justifiée dans l'écriture et le casting. Et j'avoue que je n'en attendais pas moins de Zack Snyder, ce qui nous prouve qu'un travail sérieux a quand même été fait derrière. Bien plus qu'une série Halo par exemple. Mais cela n'empêche que les personnages manquent cruellement de caractère et de profondeur, et c'est dommage car il y a un réel travail de design derrière. Mais par exemple, le mec qui accompagne l'héroïne ne sert incroyablement à rien, sauf évidemment dans une scène ultra cliché. Mais en dehors de ça, ce personnage est juste handicapant à faire du tourisme. En tout cas, c'est quand même bien plat comme film. Ne serait-ce que sur la scène d'exposition. Je m'attendais à une scène dantesque pour faire partir la saga des pompiers. Au final, on a juste un résumé rapide des choses qui avaient pourtant l'air stylées à montrer à l'écran. In the chaotic aftermath of the king's death, several conquered planets on the edge of the Mother World's reach began to whisper of revolution. Et on enchaîne directement sur du vide. Mais sans trop de surprise, ce film est visuellement un sans faute. Hop là, un petit 20 sur 20. C'est hyper glacial, l'intro se veut chaleureuse avec une inspiration nordique, ce qui n'est pas pour déplaire. Mais malgré ça, on a ce sentiment de froid glacial de l'espace derrière. Malheureusement, l'ensemble n'est clairement pas fait pour le petit écran, puisque la photo est d'une maîtrise impeccable. Le style de Snyder a encore frappé en n'allant pas dans la facilité avec son image grise habituelle. Non, je déconne. Tout est évidemment gris à mort. En plus, il y a parfois des faux raccords un petit peu sales. Finalement, l'action de ce divertissement qui se veut parfois fun n'arrive qu'au bout de 30 minutes, avec les accélérés et les ralentis habituels de Snyder. Mais sans déconner, ça manque de sang les gars. Je rappelle que dans les films de Snyder, les scènes de combat sont toujours accompagnées de quelques effusions de sang pour ajouter une belle touche artistique. Ici, c'est très lisse et on ne peut que remercier Netflix qui avait cette volonté pour rendre l'ensemble tout public parce que le film a coûté trop cher. Alors qu'à l'origine, Netflix ne s'était jamais privé de ce genre de liberté. En tout cas, on a quand même quelques scènes grandioses qui servent surtout de prétexte pour créer un équilibre entre le blabla et l'action, car comme je vous l'ai expliqué, certaines scènes d'action sont parfois dispensables. À côté, les acteurs, hélas, ne jouent pas tous très bien. Lors de l'introduction, je n'ai pas senti une seule seconde la pression qui pèse sur les épaules de ces villageois, étrangement aussi musclés que des compétiteurs. Et tu m'étonnes qu'ils ne ressentent rien parce que c'est tellement pas crédible. Non mais sans déconner, cette espèce d'oppresseur sur le régime nazi, ils ne peuvent pas engager d'autres agriculteurs et se coller un peu plus loin sur la planète afin de faire leur propre plantation. Est-ce que c'est réellement plus dur de faire ça riche comme ils le sont? Enfin, je veux dire, pour se payer des vaisseaux comme ça, des machines de torture. Mais à la place, payez vos agriculteurs et collez-vous à côté de vos concurrents. Bref, et puis ces dialogues, mon dieu, on dirait une parodie. À part ça, personnellement, je n'ai rien à reprocher aux effets spéciaux. C'est pas toujours parfait, mais c'est souvent irréprochable sur la technique. Le film se renouvelle énormément dans sa direction artistique avec ses nombreux décors et costumes que j'ai adorés, notamment Nemesis avec son petit chapeau qui est très très classe. Notons aussi que Junkie XL est à la musique et qui a fait un travail ma foi, tout à fait honnête. Bon, comme je l'imaginais, 20 ans pour écrire ce film, c'est du foutage de gueule. C'est juste une purée de clichés vus et revus et re-revus. Des films comme ça, je t'en écris tous les jours si tu veux, ChatGPT t'en écrit 20, mais attention, il y a un mais à tout ça. Apparemment, une version longue totalement différente de la version Netflix est en préparation. Et je suis prêt à croire en ça après la Snyder Cut. Mais Zack va quand même devoir apprendre à faire des versions courtes. Mais selon lui, les exigences de Netflix n'étaient absolument pas tendres. Et c'est pour ça que je suis vraiment curieux de voir ce projet sur pied. Pour l'heure, Rebel Moon reste un divertissement honnête, voilà, qui se regarde sans trop problème. Surtout si vous n'êtes pas un habitué du genre. Mais me concernant, il ne prendra absolument aucune place dans mon top 2023. Et il y a peu de chances que je le revoie un jour, sauf évidemment dans sa version Snyder Cut. Bref, c'était mon avis sur Rebel Moon partie 1. Si vous avez déjà vu le film, n'hésitez pas à me faire part du vôtre dans les commentaires, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.